matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très très heureuse de recevoir aujourd'hui à la volée Karl Zero. Bonjour Karl Zero. Bonjour Clémence, comment ça va ? Très bien, surtout de vous voir ici face à moi. C'est rare de vous avoir en studio, donc j'en profite. Je viens pas souvent à Paris, c'est vrai. Vous êtes très bronzé en plus. Je suis assez bronzé en plus, mais ça, c'est pas en France que j'ai gagné ce teint magnifique. Et oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Et là, vous avez produit un nouveau numéro également magnifique. On va en parler, mais terrible aussi, et toujours sur les mêmes sujets. Le numéro 11 de l'envers des affaires que vous avez fondé. Le numéro 11 qui parle de beaucoup de sujets, évidemment, frontières aux aéroports, la grande passoire. Vous allez voir ici l'image s'afficher. Cali, le pédocriminel le plus recherché du monde. L'éducation sexuelle à l'école, au secours, et l'aide sociale à l'enfance, un scandale d'État. Tous ces sujets, ce sont des sujets que nous avons, nous, traités comme ça, une fois et puis de l'autre. Mais en fait, il y a un lien dans toutes ces affaires et c'est pour ça que je suis très heureuse que vous soyez là et que vous nous aidiez à comprendre quel est ce lien. Et peut-être c'est le fait qu'on n'arrive pas à avancer dans ces sujets-là, ou en tout cas à les traiter comme il se faudrait. Mais avant, si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on revienne, puisque vous l'aviez magnifiquement traité et enquêté sur le sujet, sur la terrible affaire Lola. Je rappelle, Lola, la fillette dont le corps a été retrouvé dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris en octobre 2022, avec des inscriptions sur son corps et des choses qui laissaient imaginer qu'il pourrait y avoir des indices, on va dire, cérémoniaux ou autres. Et, des crimes rituels. Des crimes rituels. Vous avez justement produit un numéro sur les crimes rituels. Et il se trouve que son papa est décédé il y a peu de temps, Jean Daviet, donc le père de Lola, est décédé il y a quelque temps, absolument désespéré évidemment depuis la mort de sa fille. Et à côté de ça, on apprend, et nous on l'a rappelé le jour du décès de Jean Daviet, que Dabia B, donc la criminelle, une Algérienne de 25 ans, qui était en situation irrégulière, je le rappelle, sur le territoire au moment où les faits se sont déroulés, qu'elle a été transférée de la prison de Fresnes à un hôpital psychiatrique, à une unité d'hôpital psychiatrique de Villejuif. Et comme je sais que vous aviez beaucoup enquêté sur le sujet et qu'à l'époque, vous aviez révélé qu'en tout cas à ce moment-là, d'après son entourage, c'était une fille qui était sous emprise, mais qui avant ça était saine d'esprit. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'avancée de cette affaire. Malheureusement, je crois qu'au niveau judiciaire, il n'y a pas d'avancée réelle. Ce qu'on a proposé dans l'envers des affaires à l'époque, donc c'était il y a 6 mois à peu près, je crois, ou 8 mois, c'était donc une enquête où je parlais avec son futur époux et ses 2 sœurs, de Dabia B, comme on dit, qui me racontaient qu'elle avait terriblement changé à peu près à partir de 4 mois avant le crime commis sur la pauvre petite Lola, et qu'elle avait été sous l'emprise de mecs assez bizarres qui évoluaient un peu autour de Paris, dans la banlieue, qui étaient des mecs d'une 50aine d'années, des Algériens nés en Algérie et qui vivaient en France, et qui l'avaient emmené petit à petit dans des cérémonies qui se passaient dans des cryptes, curieusement dans une église évangélique, mais enfin qui ressemble plus de ce que j'ai vu en photo à une cabane qu'à une église. Ah, vous avez vu les photos Ouais, bah oui, parce qu'on était allé voir quand même à quoi ça ressemblait, puisqu'il y avait des lieux précis, etc. Donc on a tout noté noir sur blanc, en demandant à la police d'enquêter là-dessus, mais ils ne l'ont pas fait. Je pense que ça les angoisse, parce qu'il y a derrière, et là je l'ai découvert au numéro d'après, en fait, pour le numéro d'après, il y a tout un arrière-plan ésotérique, occulte, de magie arabe qui est même pré-islamique, qui concerne tout ce qu'on appelle les djinns. Alors, pour nos auditeurs du jour, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est un petit peu ce qu'on a, nous, dans la religion catholique, ce sont les démons. Et quand quelqu'un est possédé par des démons, eh bien, on fait venir un exorciste. Eh bien, c'est la même chose dans la religion musulmane. On fait venir, pour exercer la roqya, qui est l'équivalent de l'exorcisme, un cheikh, qui va utiliser ce qu'on appelle un capteur. Ce capteur peut être n'importe qui, une personne qui a pu être précédemment possédée, qui a été retournée par le cheikh, c'est-à-dire que les djinns ont quitté
son corps et ont été remplacés par des djinns positifs. Bon, évidemment, je pense aux gens qui sont en train de prendre leur café. Ils doivent se dire, le pauvre Karl Zero est devenu complètement fou. Je ne suis pas Son dernier voyage, là, un peu Non, chamboulé. je ne suis pas du tout devenu fou. J'ai juste, avec beaucoup d'intérêt, il ne faut pas oublier qu'il y a une très large communauté musulmane en France, qu'elle fait partie intégrante du paysage et qu'elle croit à ces choses-là, même si elle n'en parle pas et que les médias n'en parlent jamais. Et puis il ne faut pas oublier, alors un média en a parlé en plus de vous, et je tiens à le signaler, c'était le magistrat Georges Fenech qui avait parlé du phénomène des enfants souris. Mais c'est peut-être parce qu'il s'occupait précédemment de la, comment on appelle ça, la millivude. Oui, exactement. Et donc, il a été, voilà, les trucs sectaires, donc... Il connaissait bien le sujet. Il a été donc les gens qui connaissent le sujet voilà. Ne prennent pas ça pour des choses légères. À la légère. Et c'est pas du tout quelque chose de léger, c'est quelque chose qui existe. Alors, je ne sais pas si les djinns et les démons existent. Je dirais que notre société matérialiste les a éliminés d'une certaine façon, mais depuis que le monde est monde, il y a toujours eu, évidemment, ces grandes questions et ces êtres qu'on ne voit pas, mais qui sans doute existent et peuvent interférer. En tout cas, dans le cas de Dabia, il semble bien qu'elle ait été sous une emprise et que des personnes lui aient fait croire à l'existence de ces djinns et l'ait amenée, justement, à procéder à une sorte de crime rituel sur la personne de la pauvre petite Lola. Tout ça pour récupérer, en réalité, semble-t-il, son sang. Oui, alors attendez, justement, je vous arrête 2 secondes parce que ce que vous dites est super important, parce que peu importe finalement l'ésotérisme qui est autour, enfin peu importe. Non mais je veux dire, c'est important. Bien sûr. Mais il y a des faits et les faits on peut pas les contester. Il y a les faits. Les lieux on peut pas les contester. Il y a des personnes qu'on ne peut pas, qui ont été nommées, que vous avez donné un travail d'enquête que vous avez fait vous-même, que vous avez donné à la police dans votre journal. Je rappelle, je crois que c'est le numéro dossier sur les crimes rituels ou c'est celui d'après? C'est celui qui était sur, ça doit être l'avant-dernier. Voilà, vraiment je renvoie tout le monde C'était donc à ce numéro-là. le 9 et le 10. Là c'est le 11 qui sort, c'est le 9 et le 10, mais on peut les commander sur le site sur le internet. Site. Et on va tout redonner et vous allez tout voir s'afficher également. Mais pour que vous compreniez quand même que en fait, c'est un travail très très sérieux qu'avait fait Karl Zero, absolument pas ésotérique, machin truc, que tout est nommé, moi, fiché, vous avez des noms. Je vais vous dire, je ne suis pas occultiste ni ésotérique, je connais rien à l'islam et je connais un petit peu ma propre religion, mais pas plus que ça, catholique. Mais je me suis vraiment intéressé de très près parce que ce crime n'a aucune raison d'être. Ça n'arrive jamais. Une femme de 24 ans ne viole pas et ne tue pas une petite fille de 12 ans. Donc il y a forcément, d'une façon ou d'une autre, une commande. Une instrumentalisation et une commande. Et quelqu'un qui a demandé à ce qu'on rapporte quelque chose de la dépouille de cet enfant. Or, justement, dans l'enquête, ce qui n'est pas très clair, c'est où va Dabia avec la malle? Oui. Chez qui? Alors on sait qu'il y a un homme, avec la malle. Elle va chez un homme, mais n'est-elle pas passée chez un autre d'abord, qui l'aurait conduit et elle serait allée chez l'autre? Et donc ça, c'est à la police de faire le travail. Alors après, vous me dites, oui, mais alors maintenant, elle est en asile psychiatrique, et donc peut-être, ça veut dire, elle ne sera pas jugée et on ne saura jamais. Je pense qu'ils sont, en vrai, et passez-moi le mot, un peu emmerdés avec une histoire comme ça, parce que ça touche à la communauté musulmane, parce que c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas du tout. Mais attendez, encore moins que moi. Oui, mais il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas, là, Karl Zero, c'est que peu importe qu'on ne connaisse pas toute la partie ésotérique, et à la rigueur, il pourrait y avoir des spécialistes, mais vous avez une enquête où, encore une fois, dans votre enquête, vous donnez des noms de personnes qui ont été dans l'entourage de Dabia B pendant toute cette partie où elle est devenue un peu possédée, on appelle ça comme on veut, sous emprise. Et que ce qui est sûr, c'est que la mort de la petite Lola correspond à quelque chose d'assez rituel. Oui, pourquoi ils ne vont pas parler à ces personnes-là? Mais ils les ont entendues, mais les autres ont nié, et puis terminé, au revoir. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas cherché vraiment. Parce qu'après, il y aura un véritable travail autour de ces personnes-là à faire. Ça veut dire à la fois d'écoute, de filature, etc. Et ils ne l'ont pas fait, visiblement. Et autre chose, c'est que d'après ce que vous racontez, c'est que finalement, il y avait des rencontres, des rites qui étaient réalisés. Et peut-être que Lola n'était pas la première dans ces rites. Donc, évidemment que non. Évidemment que non. Et même c'est raconté un peu, je crois, dans la parole d'une des sœurs qui rapporte les propos. Bien sûr. En général, quand les gens font des sortes de cérémonies satanistes et pédophiles comme ça, ils reproduisent régulièrement. C'est ce qu'on appelait autrefois les messes noires. Donc il n'y a aucune raison qu'ils aient arrêté. Qu'ils arrêtaient, ou même qu'au moment où vous enquêtez, vous avez des propos, des gens qui témoignent et qui racontent qu'a priori ça a été fait plusieurs fois. Et qu'on se dise non mais c'est ésotérique donc j'y vais pas, mais derrière l'ésotérisme il y a quelque chose qui se passe. Y a et ça c'est réel. Il y a des faits.
Il y a des faits, mais je pense que ça n'est pas enquêté. C'est-à-dire, c'est la fille mais de c'est trop gardien. facile de dire c'est de la folie. Ah, mais c'est beaucoup trop facile, bien sûr. Mais en même temps, je pense que ça les effraie. Ils se disent, on ne va pas aller là-dedans. On a une coupable, elle a reconnu. Bon, après, qu'elle prenne une lourde peine de prison ou qu'elle termine sa vie en hôpital, je dirais, la justice s'en tamponne un peu. Ils ont quelqu'un, la petite est morte, paix à son âme, hop, on classe. Bon, enfin, ça détruit une famille, le père est décédé, il reste des enfants. Il y a tellement, Clémence, d'affaires de pédocriminalité où il y a des crimes rituels et où on n'en parle pas parce que ça gêne, parce qu'on n'a pas envie d'enquêter, parce que ça peut toucher à des gens importants, que moi, les bras m'en tombent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il est temps qu'on fasse une opération main propre réelle concernant ces problèmes-là dans notre pays. Mais ça fait combien d'années que je le dis? À quoi ça sert? J'ai l'impression de crier dans le désert, moi. Oui, non, mais c'est vrai. Et là, c'est cette affaire, le fait que maintenant, on est en plus... Bon, elle est passée en hôpital psychiatrique, le papa décède, dans des conditions affreuses. Il tente de remonter la pente, de retrouver sa femme, parce que tout ça en disant il faut que je remonte pour mes autres enfants. Et on se dit non, mais non. Et l'affaire, elle, n'a pas... Tout ce que vous aviez révélé n'a pas avancé. C'est pour ça que je trouvais ça important de vous avoir. Ouais. Je voulais refaire un point là-dessus. Oui, c'est terrible pour cet homme qui il s'est remis à boire et il a fini lamentablement. Curieusement, d'ailleurs, dans un des reportages qui lui était consacré, il a fait TF1, je crois, et M6. Et un journaliste lui posait la question, mais pourquoi est-elle morte? Et il disait, je ne peux pas le dire. Il a emporté son secret. Peut-être avait-il entendu parler de ça, je ne sais pas. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, terrible affaire et merci en tout cas à Carl Zero, vous, d'avoir tout tenté pour qu'on puisse avancer un peu plus sur ces affaires. Si certains policiers nous entendent et qui veulent retravailler sur la question, ce serait pas inintéressant. Ils nous entendent. Après, il faut qu'il y ait des magistrats au-dessus qui leur donnent les ordres qui vont bien pour qu'ils aillent vraiment sur ce terrain-là. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et vous le disiez... Ils sont pas cons, les policiers. Hein. Oui, ça, j'ai... oui, c'est-à-dire que peut-être qu'eux-mêmes ont des choses à dire, mais que... Mais voilà. plein, mais ils peuvent pas. Plein. Ils se rendent bien compte, et à tout niveau, ils savent des tas de choses. À suivre en tout cas, et c'est vrai que heureusement, je suis très heureuse de vous avoir eu et d'avoir pu reparler de ce sujet, parce que je trouvais ce silence... je le trouvais grave. Alors, on va parler maintenant de ce que vous avez produit dans le dernier numéro de l'Envers des affaires. Alors, il y a La Grande Passoire. Moi, je suis particulièrement intéressée, mais peut-être vous voulez parler de l'enquête que vous avez choisi de mettre en une. Ça, je dirais que c'est pas anecdotique. Quand on dit frontière aux aéroports, La Grande Passoire, on s'est rendu compte que dans quelques mois, il y a les Jeux Olympiques. On nous explique qu'il va y avoir 30 000 policiers en armes chaque jour, partout en France, qu'il n'y a aucun danger. Et d'ailleurs, curieusement, au même moment, Macron veut entrer en guerre avec la Russie. Ça me paraît une très drôle d'idée de faire des Jeux Olympiques en même temps de faire la guerre avec la Russie. Mais bon, après tout, c'est à son psychiatre de nous répondre. On ne sait pas très bien où on va. Mais ce qui est certain, c'est qu'on s'est rendu compte, Alex Jordanov, notre reporter, est allé enquêter dans les aéroports et il a rencontré là des flics de l'air et des frontières et des douaniers qui lui ont expliqué qu'à leur grande surprise, on était en train d'enrôler à tour de bras des gens qui travaillaient chez Paul ou chez Sephora une semaine avant ou à la Duty une semaine avant et qui se retrouvent après un micro-stage avec une arme et un costume de policier de l'air et des frontières et qui sont les mecs qui sont chargés de regarder les passeports des gens qui arrivent. Donc tout ça ne nous paraît pas d'un grand sérieux et ça serait que nous, ça serait pas grave. C'est surtout les gens dont c'est le métier qui disent mais on marche sur la tête. On nous explique qu'il faut faire très très gaffe. En même temps, on nous demande que les gens n'attendent pas trop. On va accueillir 15 millions de personnes. Il ne faut pas qu'ils restent 4 heures ou 5 heures bloqués au truc. Donc on a besoin de plus de personnel. Donc on engage en gros n'importe qui. Donc on ne demande rien en fait, on demande juste d'avoir 2 bras, 2 jambes ou peut-être même pas et d'être capable de parler français. Et donc là ça pose un réel problème, c'est le grand n'importe quoi. Donc c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, mais c'est très important de savoir que, et après en enquêtant on se rend compte que parfois vous savez, avec de l'argent on peut tout avoir, hein. Donc parfois par exemple un avion arrive et puis les gens montent dans le bus en sortant de l'avion et puis soit on les dépose en zone Schengen, soit on les dépose en zone pas Schengen.
Ceux qu'on met en zone Schengen seront contrôlés. Ils ne seront pas contrôlés, ils sont en zone Schengen. Ah oui, en zone Schengen, pardon. Oui. Donc, ça y est, terminé. Donc, vous vous retrouvez avec des bus de Syriens et on les débarque en zone Schengen, donc pas de contrôle de passeport. Donc, il ne faut pas nous expliquer. Oui, de même, quand ils arrivent à la Guérite... Mais attendez, ça, c'est tout le temps enfin, comment c'est possible qu'ils soient déposés? Mais il y a des soi-disant erreurs. C'est pas très difficile de filer un petit bifton au mec qui conduit le bus et il se trompe. Au lieu de tourner à droite, il tourne à gauche et hop, terminé. Ouais. C'est aussi bête que ça. C'est que des petits trucs comme ça. C'est toujours... Vous savez, le diable est dans les détails. Les détails oui. Et donc, ce sont des petits détails, mais qui ont leur importance vitale quand on va faire des Jeux Olympiques. Et quand on nous explique qu'on est un État dont la sécurité est exemplaire. En fait, c'est mon cul sur la commode. C'est rien du tout, cette sécurité. Oui. Qu'est-ce qu'on a découvert? Ah oui, on a découvert un autre truc. Quand quelqu'un est fiché S, il n'est pas censé le savoir. Mais le problème, c'est que justement, comme ces nouveaux employés de la police de l'air et des frontières n'ont pas le droit d'avoir accès au fichier S, quand quelqu'un arrive, il regarde son passeport, il voit qu'il est fiché S, ils sont obligés immédiatement d'appeler un chef. Donc le mec qui est en train de passer comprend dans la seconde qu'il est fiché S. Or, il n'est pas censé le savoir. Bah oui. Vous voyez, c'est des petits détails. Mais cette accumulation de détails fait que, voilà. Ok, c'est super rassurant, en tout cas. Non, mais l'envers des affaires, ça consiste à raconter l'envers des affaires. Tout à fait. Alors, vous allez nous parler de Cali, mais avant, je voudrais aborder ce sujet qui m'est cher. On les a invités, tous ceux que vous interviewez ici, sauf que l'avantage de l'envers des affaires, c'est qu'il y a justement tout ça est réuni ensemble. Et en fait, quand on lit ça, on comprend quelque chose. L'éducation sexuelle à l'école, au secours, vous interviewez Ariane Biléran et Sophie Audugé. Pour l'ASE, aide sociale à l'enfance, le scandale d'État, vous interviewé l'avocat Michel Hammas, que nous avons également interviewé, qui a sorti un livre récemment. Que se passe-t-il? Je vous laisse raconter peut-être sur le scandale d'abord de l'aide sociale à l'enfance. Bon, ça, vous avez reçu Michel Hammas, qui est formidable, qui a un cabinet dédié à ça. Il y a en France, je crois que c'est 244 000 enfants placés. Hammas dit qu'il y en a 80% qui n'ont pas à être placés et que tout ça, au fond, est fait pour fournir... en fait, c'est une gigantesque machine à pognon. Pour l'ASE. Voilà, pour les ASE, pour les départements et pour les associations qui aident à placer ces enfants-là. Chaque enfant rapporte une certaine somme. Ça s'échelonne de 1 000 à 5 000 euros. Alors, quand ils sont jeunes, la somme est meilleure. Quand ils sont handicapés, elle est importante également. Enfin, voilà. Nous avait donné les tarifs, c'est absolument effrayant. Oui. Et ce qu'il raconte, c'est que quand la mère, si c'est une mère seule, par exemple, qu'il y a eu un divorce, etc., qu'elle se sent un peu fragile, c'est une femme qui devrait être justement accompagnée. Dès qu'il y a un petit truc qui cloche, il nous disait, si jamais vous regardez un peu trop les jeux vidéo, ça, dès que l'école fait un signalement, eh bien, après, votre fils va à l'école mal coiffé. Si la maîtresse a le malheur de faire un signalement, c'est fini, on vous retire le gosse. Non, mais on met le doigt et on se fait prendre le bras et le corps. Une maman, apparemment l'enfant avait pris 3 kilos et signalement. Et les services sociaux sont devenus entièrement fous. C'est-à-dire que si un enfant, je ne sais pas, tient un propos, mais n'importe quel propos, la maîtresse peut faire un signalement, croyant bien faire, en plus de bonne foi, et l'enfant va être retiré aux parents, et ils le reverront aussi bien dans 5 ans. Oui. La justice suit son cours. Et l'enfant pleure tous les soirs en demandant sa mère. La mère, peut-être, ne va pas respecter la loi, c'est-à-dire elle va tenter de retrouver son enfant, ce qui est quand même la première chose, le premier lien naturel et ce que n'importe quelle mère ferait. Eh bien, elle va être accusée justement de domination mentale ou je ne sais trop quoi, de vouloir prendre l'ascendant sur ses enfants parce qu'ils devraient oublier leur mère, quoi. Voilà, donc en vrai, alors le conseil de Michel Hammas, c'est n'ayez jamais affaire aux services sociaux, jamais. Alors, mais comment on fait si le on est moins possible, rien, il faut vivre caché entre les gouttes. Si on va à l'école et qu'on est il faut éviter, parce que les enfants placés, on le sait aussi, ils ne se trouvent pas toujours dans les meilleures familles, ils peuvent être abusés dans ces familles. En foyer, ils peuvent être abusés, y compris par d'autres enfants qui eux-mêmes ont été abusés. Et qui, eux, à ce moment-là, il y a des signalements de l'enfant, mais pour le coup, là, c'est un détail de l'histoire. C'est vraiment, ils disent non, mais rien du tout. Les services sociaux font la pluie et le beau temps, les avocats peuvent quasiment rien faire. Et on le vit, nous, maintenant, puisque j'ai créé, parallèlement à l'envers des affaires et tout ça, j'ai créé une association, un collectif d'avocats qui
s'appelle Justice pour l'enfance, Oui. Que vous pouvez, on va inscrire le lien, le site. C'est-à-dire, alors qui est vraiment destiné, pas uniquement pour les enfants qui sont placés de façon inique dans les ASE, mais pour toutes les personnes mineures ou majeures qui veulent dénoncer quelque chose. On a donc un collectif de 38 avocats sur toute la France. Pour le moment, vous l'avez lancé il y a peu de 4 temps. mois, qui intervient, et ce qui nous permet parallèlement je dirais, d'avoir accès aux affaires avant même qu'elles commencent. Or, j'ai constaté dans ma vie que bien souvent, les affaires, une fois qu'elles arrivent devant les magistrats, n'aboutissent pas. Et donc, je me dis qu'en étant directement à la source des affaires, elles auront plus de chances d'aboutir parce qu'on essaye de mettre en place un système qui fera qu'on ira voir les meilleurs magistrats possibles et qu'on travaillera de façon plus intelligente, la plus intelligente possible. Et on a aussi accès à un réseau de sauvegarde, en fait, de vigie aussi. C'est ça. Alors, avec un travers que je signale, c'est qu'il y a pas mal de gens qui nous font des demandes et qui ont déjà un avocat, ce qui est une erreur, parce que nos avocats ne peuvent pas juger du travail des autres avocats. On n'est pas là pour être des contrôleurs d'avocats. Oui. On est là plus pour prendre des affaires qui n'ont pas d'avocat. Mais on recueille aussi des affaires qui sont des affaires plus complexes encore que celles des ASE ou je dirais du simple inceste, qui sont des affaires beaucoup plus lourdes. Et là, ça devient, réseau ou... Voilà, ça devient beaucoup plus... Là, je ne peux pas trop en dire, mais ça devient beaucoup plus intéressant. On est à un tournant, là. D'accord. Donc là, vous faites appel, vous, pour cette plateforme Justice pour l'enfance que vous avez montée il y a 4 mois. Toujours plus d'avocats, ça, vous êtes toujours preneur. Les avocats qui veulent participer à votre travail... Bien sûr. Il y a un lien sur le site de Justice pour l'enfance pour pouvoir nous écrire, proposer d'adhérer. Et nous, il faut dire aussi que l'asso aide les avocats, parce que bien souvent, les personnes n'ont pas d'argent. Donc, on fait aussi des appels aux dons en demandant aux gens d'aider. C'est à but non lucratif. C'est vraiment une association. Pour payer, je dirais, au tarif syndical les avocats pour qu'ils voient les gens et fassent avancer les dossiers. Donc on a une force de réaction rapide d'une certaine façon. Si vous voulez aider ces familles, ces enfants maltraités et les avocats qui les aident, en fait, vous pouvez faire un don sur cette plateforme. Évidemment, on vous remet tous les liens, donc vous trouverez tout ça. Bon, c'est justicepourlenfance.org. De toute façon, voilà, vous trouverez tout sur justicepourlenfance.org. Deuxième volet de ce sujet, c'est l'éducation sexuelle à l'école. Oui, alors là, le scandale... Alors là, ça n'arrête pas, je veux dire, on en a toujours plus. Là, c'est le délire wokiste venu de Alfred Kinsey, donc, qui était une espèce de chercheur bidon, qui était lui-même pédophile, qui masturbait des bébés pour leur faire obtenir des orgasmes, enfin, un truc inimaginable. Là, on arrive quand même à des moments où il y a des grands-mères qui signalent, c'est justement SOS pour Éducation, voilà, qui a alerté là-dessus il y a peu de temps sur les réseaux, mais tous les jours, il y en a un enfant qui arrive, c'est sa grand-mère qui le récupère à l'école et qui dit moi, on m'a appris, on a moulé un clito truc et il a fallu qu'on dise alors que c'était un enfant de maternelle. Oui, mais c'est effrayant la puissance de ces gens-là, de ces gens qui sont en train d'imposer un apprentissage d'une sexualité déviante dès le départ à des enfants qui ne demandent rien, qui ne posent même pas de questions, à un âge où on ne pose même pas de questions. Parce qu'arrive... Bon, moi, j'ai eu 3 enfants, donc je sais bien à quel âge arrivent les questions. Ben, c'est pas à 2 ans, et à 3 ans, et à 4 ans, c'est pas vrai. Donc, il y a éventuellement comment on fait les bébés, puis on répond comme on peut, avec les mots, enfin, comme on a toujours fait. Mais là, non, et puis on leur apprend des trucs qu'ils ne devraient pas savoir, y compris, évidemment, qu'ils peuvent changer de genre sans l'autorisation de leurs parents, avant même la puberté, y compris faire des opérations. On leur apprend des trucs absolument insensés, en réalité. On marche sur la tête, mais ils sont très puissants en face. La seule fois où sur ma chaîne YouTube, j'ai reçu un avertissement, et on rappelle qu'à 3, la chaîne saute, c'est parce que j'ai rediffusé un truc qui venait de Hollande, qui était une classe d'éducation sexuelle que j'avais piqué sur Internet, et qui était directement produit par une association qui prône ce changement d'éducation sexuelle. Et on voyait une maîtresse qui expliquait à un petit garçon de 4 ans comment se masturber. Non mais je rêve. Donc j'avais sous-titré, c'était en hollandais, j'avais sous-titré, j'avais mis le truc en ligne. Pam, dans la seconde, averto, et bloqué pendant une semaine. Enfin bon, voilà. Donc ça veut dire ils ont le bras long quand même. Ils ont été voir que le pauvre Carl Zero en France de Hollande faisait ça. Et ils m'ont... Bon, voilà. Donc ça veut dire, là, on est face à un truc. Donc c'est bien qu'à la fois...
sur le plan, je dirais, intellectuel, Ariane Bilran est en guerre depuis des années. Et sur le plan pratique, aujourd'hui en France, Sophie Audugé et son SOS Éducation se battent contre ça. Enfin, ils se battent, sauf que eux aussi, d'ailleurs, vous parlez d'avertissement, on leur a coupé les finances, les vivres, direct, parce qu'on ne peut plus faire de dons. C'est quand même intéressant. C'est la folie. Pourquoi ne veut-on pas aider des personnes qui cherchent à garder une école et préserver l'éducation de nos enfants ? Mais parce que dans des esprits tordus et pervers, ils s'inscrivent contre un mouvement historique contre lequel il ne faut pas bouger. Mais on va en venir à bout de tout ça un jour ou l'autre. Ce que je comprends pas, c'est ça frémit quand même dans le pays de partout, mais dans plein de domaines. Et à un moment, il y aura une union de toutes ces forces. On ne fait pas tout ça en vain, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable attente, d'où le succès de Tocsin et le succès de l'envers des affaires et de vos plateformes, Carl Zero TV. Parlons un petit peu de Carl Zero TV. Et Carl Zero TV, c'est justement vous récupérez. Ça, vous l'avez créé il y a un petit peu plus longtemps, mais ça marche bien. Et je crois que c'est sur abonnement surtout. C'est sur abonnement. Ouais. Donc c'est 5 € par mois. Et en fait, c'est uniquement des documentaires, des films, des courts-métrages sur la pédocriminalité venue du monde entier. On met 2 nouveautés par semaine. On doit avoir maintenant 150 documents. 160 peut-être. Et donc, ça montre à quel point le sujet est peu traité en France, et par contre, il est extraordinairement traité dans le monde entier. Mais c'est plus que peu traité en France, c'est qu'il y a des... Et vous le révéliez justement, je crois que c'est dans la petite présentation de Carl Zero TV, qu'il y a des documentaires qui ont été faits, des enquêtes qui ont été faites, qui ont disparu. Bien sûr. C'est même pas que c'est pas traité, c'est que c'est traité, que ça disparaît. Oui, ça disparaît. France. Le fameux viol d'enfant, La fin du silence de Élise Lucet, qui a disparu, qui était à l'INA. Élise Lucet aussi d'ailleurs, ça a disparu de sa mémoire. Et ça a disparu de la mémoire d'Élise Lucet. Mais non, pas du tout, j'ai jamais fait ça. Le courage, bravo Élise. Oui. Dommage. Donc voilà, et vous remettez tous ces numéros, toutes ces enquêtes qu'on peut retrouver en ligne et qui permettent au moins de savoir ce qui est fait, ce qui existe, et au moins qu'il y ait des journalistes qui enquêtent. Et puis on se bat aussi. Vous faites travail d'archive. Et puis on se bat contre les pouvoirs publics pour essayer d'obtenir une vraie loi un jour. Je pense que malheureusement avec le président et le gouvernement qu'on a actuellement... Une vraie loi, c'est-à-dire quoi comme loi ? Pour défendre l'enfance, vraiment. C'est-à-dire, on l'a jamais eu. Et là, on l'a encore vu. Ils avaient quand même nommé un mec qui était bien, le juge Durand. Je voulais vous en parler aussi. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec la Civise 1 ? On a le juge Durand qui fait un magnifique travail, reconnu de tous. Témoignage. Voilà pourquoi on le vit. Et hop, dégagé. Mais tout on le s'attendait. monde. Et on dit non, mais il s'attendait pas avec l'équipe. Maintenant, il y a toute l'équipe dont on les a reçus ici. Qui le soutient à mort. Et oui, qui disent mais c'est pas vrai. On s'entendait très bien. C'était quelqu'un de magnifiquement professionnel. Les deux qui ne s'entendaient pas avec lui ont pris la suite. Voilà la vérité. Et d'ailleurs, vous avez vu, ils ont déjà eu des problèmes. Ils ont des casseroles les deux. Oui. Ouais, c'est magnifique. Mais c'est-à-dire, ils s'attendaient à ce que ce juge Durand, il se disait, il a des petites lunettes cerclées de fer, un petit pull, il est tout gentil, il va pas faire de vagues. Et en fait, il n'a pas fait de vagues, mais il a fait son travail. À sa façon, c'est-à-dire, il est très posé, etc., tout à fait respectable. Il crie pas, c'est pas un phénomène. Mais il était très agaçant pour eux. Parce qu'en fait, il appuyait là où ça faisait mal. Et comme ils n'avaient pas envie de bouger, et qu'ils n'ont toujours pas envie de bouger, ils l'ont lourdé. Mais là c'est pire que tout en fait, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas envie de bouger, parce qu'on leur montre, on leur prépare le travail est fait. Ils ont une commission, ils veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Mais et puis pire que ça, quand on voit l'ASE, c'est une action négative, c'est pas seulement qu'on est dans la passivité. Mais sauf qu'à un moment ils répondront de tout ça. À un moment, ces gens-là répondront de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il ne faut pas trop prendre les gens pour des cons non plus. Mais quel est le lien entre toutes ces affaires, finalement, l'aide sociale à l'enfance, l'éducation sexuelle à l'école, la Civise 1, le juge Durand qui démissionne? On a du mal à... On voit que finalement, on sépare les enfants des familles. Ce qui a raté, c'est pas bien compliqué à comprendre, ce qui a raté dans fin des années 70, quand ils ont tenté avec Matzneff, avec les trucs dont on parle aujourd'hui, les réalisateurs là, qui sautaient des gamines, qui voulaient être actrices comme la Godrèche, etc. Et ce qui a raté à ce moment-là, ils sont en train de vouloir les réussir et de le passer en force aujourd'hui, de légaliser la pédocriminalité en la rappelant la pédophilie ou même l'amitié avec les enfants en disant qu'un enfant peut disposer de son corps. C'est ce que raconte Ariane Bilran dans l'interview. Il y a un truc de l'OMS, on n'a pas inventé, qui dit que finalement la pédophilie n'est pas vraiment une déviance. Alors si c'est pas vraiment une déviance, donc en fait... c'est l'OMS ? Oui, l'OMS. Ils nous la font à l'envers. C'est-à-dire, ils remettent le couvert exactement dans le même sens. Et tu as des bonnes âmes, vous avez, je ne sais plus si on se tutoie d'ailleurs. On se tutoie. Alors on se tutoie. Non mais tu as des bonnes âmes qui
qui sont prêts à avaliser ça et qui le font en France. Et donc on est là pour dire non, on n'est pas d'accord. Karl Zéro, est-ce que vous êtes inquiété, vous? À chaque fois que je vous reçois, je suis toujours inquiète pour vous. Moi. Non, je suis inquiet pour moi, mais je suis pas. Alors, je suis inquiété, oui, je suis inquiété, mais j'ai été plus inquiété parfois dans ma vie. Je fais gaffe. Bah, vous avez raison. Oui. Et on vous demande de faire gaffe parce qu'on a besoin de vous, de votre travail. Donc je rappelle la plateforme Justice pour l'enfance, Karl Zéro TV évidemment, vous pouvez toujours vous abonner. Le dernier numéro de l'envers des affaires, le numéro 11. Et puis je voulais aussi vous me parler de la chaîne YouTube KZA. Karl Zéro Absolu, c'est ma chaîne YouTube depuis des tas d'années et dessus, en ce moment, je fais plein d'interviews et je me suis ouvert un peu à d'autres sujets. Là, je fais la triplette des professeurs magiques. J'ai fait Raoult, j'ai fait comment il s'appelle, Joyeux, et là je fais Péronne en fin de semaine. Ouais, non, mais j'appelle ça conversation avec des héros. En fait, c'est pas des interviews, c'est des conversations. C'est des gens que j'admire, avec qui j'ai envie de parler, comme ça, de tout, de rien. Donc on fait ça en Zoom. On déconne un peu et c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, ça me fait penser, puisque vous abordez ce sujet, nous, on a lancé une pétition, je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Tous les jours, une nouvelle actualité qui remet une pièce dans le jukebox sur le sujet, c'est l'atteinte à la liberté d'expression. Petit à petit, c'est alors pour ingérence étrangère, pour problème article 4 de la loi sur les déviances psychiatriques. Enfin, tous les jours, on a une nouvelle raison de censurer les uns et les autres. Et je pense qu'il est vraiment temps de se réveiller et de sonner le tocsin pour que des gens comme le professeur Péronne, qui bientôt pourront être accusés justement d'être une forme de gourou, comme Karl Zéro, je ne sais pas ce qui pourra vous tomber dessus, mais vraiment on est dans une période très très inquiétante. Oui, et c'est d'autant plus drôle de vouloir faire la guerre à Poutine en dénonçant la dictature là-bas, alors qu'on est en train de devenir nous-mêmes une dictature. C'est très étrange tout ça. Oui. Oui, et à mon avis, il faut faire attention à ce qui se passe chez nous avant de commencer à s'inquiéter à ce qui se passe chez les autres, peut-être. Oui. Merci beaucoup, Karl Zéro, en tout cas, et à très bientôt. Merci, et chers amis, nous nous retrouvons demain à 7h30. Au revoir.